Salut à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la Mongolie. Alors tout commence en moins 600 avant Jésus-Christ, lorsque un peuple, le peuple des Parasi, un truc comme ça, s'installe dans le territoire de Mongolie. Ils sont affiliés au peuple scythe d'Asie centrale, et voilà, ils vont y vivre jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et au 2e siècle, en 209 avant Jésus-Christ, c'est l'empire des Xiongnu qui prend la relève et qui crée le premier empire des steppes. C'est un peuple très guerrier, très balèze, qui vont faire la guerre avec les Chinois de Zhao pendant pas mal de temps. Et voilà, ils vont être là, quoi. Et en 150 après Jésus-Christ, cette fois, il va y avoir un affaiblissement de l'empire Xiongnu. Et c'est à ce moment-là qu'en fait tout l'empire va s'éparpiller. Et il va y avoir plein de petites tribus de partout, éparpillées dans le territoire de l'actuelle Mongolie. Toutes ces tribus, en fait, ça va amener à une succession de nombreux empires qui vont être très courts dans le temps. En fait, comment ça se passe? Il va y avoir un leader d'une tribu qui va sortir du lot, qui va se nommer Khan, et il va commencer à rallier tous les clans avec lui, etc. Et à la fin, à confédérer tous les clans et à créer un empire. Mais cet empire était très instable, et à chaque fois que le Khan mourait, en fait, l'empire mourait avec lui. C'est ainsi qu'il y a eu l'empire de Xianbei, l'empire des Huan qui sont apparus. Mais en 552 après Jésus-Christ, c'est les Kokturks, donc un peuple turc, qui arrivent et qui envahissent les Huan. Et donc c'est à ce moment-là que la Mongolie va faire partie du premier et du deuxième empire des Kokturks, donc entre 552 et 744. Et en 744, c'est les Ouïghours, qui sont aussi un peuple turc, qui envahissent les Kokturks. Et voilà, mais ils sont eux-mêmes repoussés au sud par les Kirghizes, et les Kirghizes sont eux-mêmes envahis et repoussés cette fois à l'ouest par les Khitans. Qui sont les Khitans? Les Khitans sont tout simplement les ancêtres chamanistes des Mongols. Ils viennent des confins occidentaux de la Mandchourie, et en 936, ils ont envahi le nord de la Chine et ont créé l'empire Liao. Et au fur et à mesure, cet empire s'est étendu sur toute la Mongolie. Et la légende raconte qu'au sud du lac Baïkal, un loup bleu et une biche mordorée se sont accouplés et ont donné naissance au premier Mongol. Et voilà, et ce premier Mongol a fait plein de petits bébés et tout. Et voilà, et tous ces petits bébés, ils sont organisés en tribus. Et les tribus ont commencé à être rivales, elles se sont fait la guerre, etc. Et c'est dans une de ces tribus que le petit Temujin est né. Et lorsqu'il a eu 16 ans, Temujin a vu sa femme se faire enlever par un clan rival. C'était très commun à l'époque. C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'imposer la paix autour de lui. Il va donc se débarrasser de tous les autres chefs et rallier ses peuples, leur peuple avec lui. Il va confédérer très rapidement tous les clans et va créer la grande nation mongole en 1206. C'est à ce moment-là qu'il va se proclamer Gengis Khan. Et ouais, c'est lui, Gengis Khan. Et donc Gengis Khan va bien sûr interdire la pratique du rapt. Il va aussi instaurer une écriture officielle mongole qui est tirée des alphabets ouïghours. Et il va aussi instaurer un droit mongol. Très intéressant. Et son système qui est plus basé sur la paix que sur la violence va très bien fonctionner. Ce qui fait que ça va le pousser à continuer son expansion en dehors du territoire mongol. Et alors, dans un temps éclair, il va créer le plus grand empire de tous les temps, qui va s'étendre depuis la Corée jusqu'en Syrie. C'est énorme. Et donc comment ça se faisait ça? En gros, il avait une armée de barbares, de gros durs quoi. Et il disait, si vous capitulez et vous vous rendez avant de combattre, je vais vous donner la liberté de culte. Parce que lui, il pensait que la liberté de culte permettait d'avoir une paix sociale. Ou soit vous vous rendez pas et je vous extermine. Ce qui se passait beaucoup. Et au final, beaucoup de pays se sont plutôt ralliés à lui directement sans combattre. Parce qu'en plus, il réduisait beaucoup les taxes entre les pays de son empire. Ce qui fait que ça a créé la première zone de libre-échange intercontinentale. Il était plutôt en avance sur son temps, le petit. Et donc ça, c'était le grand empire de Gengis Khan. Gengis Khan meurt en 1227
Et il voulait léguer en fait son territoire à ses filles. Parce qu'il était très déçu de ses fils, c'était tous des cons. Bon, au fur et à mesure des années, en fait, les fils ont réussi à reprendre le contrôle. L'empire était déjà divisé en 4. Il y avait la Horde d'Or en Russie, Jagatai dans l'Asie centrale, l'île Kana dans le sud-ouest, genre Iran, Irak, Syrie, etc. Et il y avait la Chine. Et en 1260, tous les fils et petits-fils qui étaient héritiers se sont partagés tout ça. Et par contre, ils ont commencé à se faire la guerre entre eux. Ça a été le bordel. Il y a eu Kubilai qui a instauré la dynastie Yuan en Chine. À la fin, la Horde d'Or a pris son indépendance. Le Jagatai aussi. Enfin, il y a quelques pays aussi qui ont pris leur indépendance. Ça a commencé à se disloquer. Et en 1368 après Jésus-Christ, c'est la dynastie des Ming qui renverse la dynastie Yuan. Et donc ça marque vraiment la fin de l'empire mongol, qui était déjà bien disloqué. Alors, ça c'était l'empire de Gengis Khan. Mais au final, pour ce qui est du territoire de la Mongolie, il a été déserté par plein de monde, etc. Il a été très très appauvri. Ce qui fait que ça a laissé la place aux Oïrats. Les Oïrats, c'est un peuple mongol aussi, mais qui a été totalement délaissé par Gengis Khan et par son empire. Et ils s'appellent les Mongols occidentaux, eux. Et en fait, ils vont s'allier avec les Ming pour reconquérir leur territoire. Ils vont y parvenir. Et voilà, ils vont contrôler la Mongolie. Mais en 1470 après Jésus-Christ, une femme qui s'appelle Mandukai Tangku, la femme la plus grandiose de tous les temps, quoi. C'est ce qu'ils disent dans les livres d'histoire. Et elle réussit en fait à prendre un des descendants de Gengis Khan et à le remettre sur le trône. Et cette femme, elle était énorme, quoi. Elle faisait des combats, c'était un leader hors pair. Elle se battait, la légende raconte qu'elle se battait alors qu'elle était enceinte et qu'à un moment elle a été blessée, mais elle a quand même trouvé les forces de mener son peuple à la victoire et d'accoucher de ses 2 jumeaux en vie, etc. Et même les Chinois ont agrandi la grande muraille de Chine parce qu'ils avaient peur de se faire envahir par Mandukai. Pour dire quoi. Et donc c'est Dayan Khan qui prend le pouvoir pendant 73 ans, hein, pas mal de temps. Et son royaume s'agrandit au fur et à mesure. Il acquiert la Mongolie extérieure et la Mongolie intérieure actuelle. Hein. Voilà. Et en 1578, un des descendants de Dayan Khan, qui s'appelle Altan Khan, va lui faire un petit tour au Tibet et va rencontrer un moine tibétain, très grand moine tibétain, très grand lama. Et il va être convaincu, il va se convertir au bouddhisme. Et il va donner comme titre à ce moine tibétain le titre de Dalai Lama. Dalai qui veut dire en mongol océan. C'est ainsi qu'est apparu le premier Dalai Lama. Donc voilà, Dalai Lama, ça vient de Mongolie. Alors, en fait, c'est des moines tibétains qui ont un titre mongol. Voilà. Et en fait, ça va entraîner une grande vague de conversion au bouddhisme dans toute la Mongolie. Le pays va devenir bouddhiste. Mais à la mort d'Altan Khan, et ben l'empire va se disloquer. Une nouvelle fois, ça va être plein de petites tribus comme ça qui vont être éparpillées partout. Et c'est qu'au XVIIe siècle qu'il va y avoir un nouveau conquérant qui va arriver sur l'échiquier des invasions. Ça va être les Mandchous. Et en fait, les Mongols, toutes les tribus mongoles vont s'allier aux Mandchous pour envahir la dynastie Ming de Chine. Et ils vont y arriver. En fait, le chef des Mandchous, je ne me rappelle plus de son nom, va devenir le premier Khan mandchou, et pas mongol. Voilà. Mais en fait, cette alliance va vite devenir une domination. Et les Mongols vont être brimés, etc. Les Chinois vont commencer à implanter tout leur commerce en Mongolie, etc. Ça va être le bordel. Et c'est pour ça qu'au 19e siècle, ils vont se tourner vers les Russes, ils vont devenir très proches des Russes. Et les Russes vont les aider à déclarer leur indépendance en 1911. La Chine accepte cette indépendance parce que c'est la chute de la dynastie Ming. Qing. Mais par contre, ils vont accepter l'indépendance de la Mongolie extérieure et pas de la Mongolie intérieure. Et c'est une division qui existe encore aujourd'hui. La Mongolie intérieure est toujours chinoise. Donc voilà, la Mongolie est indépendante.
Mais en 1917, la révolution d'octobre 1917 en Russie va fortement fragiliser le pays, ce qui fait que la Mongolie va perdre son protecteur. Et la Chine, ni une ni deux, elle va en profiter, elle va saisir l'occasion pour envahir de nouveau la Mongolie. Mais à ce moment-là, il y a aussi les Russes bolcheviques qui vont chasser les Russes blancs non communistes toujours plus vers l'est, et ces Russes blancs vont arriver à la frontière mongole. Et il va y avoir un des leaders, c'est un Allemand, parce qu'il y avait des mercenaires, un Allemand qui s'appelle Ungern von Sternberg. Et lui c'est totalement un gros taré, c'est un Russe blanc, et il pense qu'il est le descendant de Gengis Khan, et donc il se fait un devoir de restaurer le grand empire de Gengis Khan. Et il va donc envahir la Mongolie avec ses 6000 mercenaires. Donc il réussit à jarter les Chinois, sauf qu'en même temps il va massacrer tous les Mongols qui sont communistes, parce qu'ils sont anti-communistes. Et voilà, et en fait il est surnommé le Baron Fou, parce que donc tous les Mongols communistes, il les faisait frire à la poêle, il les foutait dans des chaudrons de locomotive, etc. Dans des chaudières de locomotive, pardon. C'était un taré quoi. Et donc les Mongols appellent à l'aide les Russes bolcheviques, communistes, et ceux-ci l'arrêtent et le fusillent. C'est donc à ce moment-là que la Mongolie s'aligne avec l'Union soviétique, et voilà, mais elle reste indépendante. Enfin, le problème c'est qu'en 1924, Lénine meurt, et c'est Staline qui va prendre la relève, et il va en fait tuer tous les dirigeants mongols du Parti populaire communiste, et il va les remplacer par Choi Balsan, qui est en fait un mec à sa solde. Donc Choi Balsan va totalement suivre les recommandations de Staline. Il va suivre l'exemple de Staline quoi. Il va mettre en place une collectivisation des terres, interdire le commerce privé, retirer les terres aux propriétaires pour les donner aux nomades mongols, etc. Voilà. Et il va aussi interdire le lamaïsme, donc qui est le bouddhisme en gros. Et ce qui va conduire à la purge de 1937, où 27 000 Mongols vont être tués, dont 17 000 lamas. Voilà. Et donc là, ils sont donc toujours alignés à l'Union soviétique, à l'URSS. En 1960, quand il y a la séparation entre la Chine et la Russie, ils vont rester avec la Russie. Et il faudra attendre 1992, la chute de l'URSS, pour que la Mongolie devienne une démocratie. Elle va donc s'ouvrir au monde, mais avec la chute de l'URSS, elle n'a plus du tout l'argent que l'URSS lui donnait à l'époque, ce qui fait qu'elle a des gros problèmes économiques, elle est très pauvre. Et c'est le bordel, et donc durant des décennies, deux décennies, vont s'alterner au pouvoir le Parti communiste et les démocrates. Il va y avoir des scandales de corruption des deux côtés. Et voilà quoi. Maintenant, depuis 2012, c'est les démocrates qui sont au pouvoir. Et qu'est-ce que c'est la Mongolie maintenant? Donc c'est 3 millions d'habitants, dont 1 million d'habitants à Ulaanbaatar, la capitale. Il y a beaucoup encore de Mongols qui vivent dans les yurts, donc au milieu des steppes. Ils mangent beaucoup de viande, parce que c'est des nomades, et boivent beaucoup de lait, dont le lait fermenté de cheval, qui s'appelle arak. Et voilà, je crois que c'est tout pour la culture mongole. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et on se revoit bientôt pour l'histoire de la Russie. Et voilà, petit paysage d'Estonie pour finir. Ciao!